Audrey Crespo-Mara, vous recevez le député France Insoumise, François Ruffin. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Marine Le Pen a immédiatement apporté son soutien aux Gilets jaunes, tandis que Jean-Luc Mélenchon a un peu tergiversé. Il n'imaginait pas qu'un grand mouvement social puisse éclater sans qu'il en soit le chef. Non, pas du tout. Je pense que c'est pas du tout le problème. Il faut d'abord chercher à comprendre ce qui se passe dans la société. Moi, c'est pas apporter un soutien, c'est pas ça. C'est chercher à comprendre ce qui se passe, c'est chercher à comprendre cette France invisible, qui est invisible depuis 30 ans et qui soudain met un gilet fluorescent pour se rendre hyper visible, y compris dans la nuit. Donc il faut comprendre ce qui se passe et il s'agit pas d'être là à l'attaque pour mordre et essayer de récupérer un morceau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les gens. C'est qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils espèrent, qu'est-ce qu'ils désespèrent. C'est ça qui m'intéresse. Et donc là, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de s'interroger sur comment ils vont vivre demain, comment ils voudraient vivre demain, comment ils ne veulent plus vivre demain. On ne va pas réduire ça à des débats entre têtes d'affiche. Et un mouvement politique. Alors sur le barrage de Flics Secours dans la Somme, où vous étiez samedi, des gilets jaunes ont livré aux gendarmes des migrants qui se cachaient dans la citerne d'un camion. Ils les ont chassés, les ont insultés. Ça vous rend les gilets jaunes moins sympathiques ? De toute façon, je sais qu'au milieu d'un mouvement comme celui-là, il y a tout et son contraire. Il y a le meilleur de l'homme et il y a le pire de l'homme. Et ce que je veux dire, c'est que mes premiers mots là-dessus, moi, vont pour les 6 personnes qui se trouvaient à l'intérieur d'une cuve à fioul. Il faut mesurer ce que ça veut dire. Que d'aller se réfugier dans une cuve à fioul pour espérer un avenir meilleur. Donc ce que je leur souhaite, c'est qu'à ces 6 personnes-là, c'est qu'elles aient une belle vie, que ça soit ici ou ailleurs. C'est la première chose à dire. Ensuite, il y a des moments... Qu'elles soient chassées et insultées. Non, oui, mais il y a des moments où moi je suis fier de mon coin, je suis fier des gens de mon coin et je suis fier d'être l'élu de Flics Secours. Et il y a des moments où je le suis beaucoup moins. Ça vous fait honte, ça, par exemple ? Vous savez, oui, je suis pas fier du tout que ça se passe de cette manière-là. Donc il va falloir discuter, voir comment ça se fait que ça s'est passé comme ça et redire ce que je fais constamment. Il ne s'agit pas seulement de condamner, mais de combattre. Redire que c'est pas en se vengeant sur plus faible que soi qu'on arrange son sort. En permanence. Redire aux gens de Flics Secours et d'ailleurs que si Boussac-Saint-Frère a fermé, les migrants ils étaient pour rien. Si jamais quand Parisot a fermé, c'est la famille Parisot qui l'a décidé, c'est des grandes familles françaises, c'est pas les migrants. Quand Whirlpool a fermé, ce sont les actionnaires américains, ce sont pas les migrants. Quand Goodyear a fermé, ce sont à nouveau les actionnaires américains, ce sont pas les migrants. Et c'est ça le message qu'il faut passer avec force et croyez-moi que je fais tous mes efforts de manière régulière pour le diffuser. Et vous n'avez pas peur que le mouvement devienne le terreau du populisme ? Le populisme, c'est un mot qui ne me gêne pas et qui ne gêne pas, je vois désormais Emmanuel Macron. Je rappelle que populisme, seul mot dans qu'il est populiste. Oui, lui aussi. La définition de populisme dans le dictionnaire, c'est courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Décrire avec réalisme la vie des gens du peuple, c'est quelque chose dont je me flatte d'essayer. Emmanuel Macron n'est pas populiste. Comme il l'a vendu depuis hier. Qu'il puisse y avoir là-dedans des choses mauvaises et que ça puisse s'orienter vers quelque chose de mauvais, je ne sais pas ce que ça donnera demain. Je ne sais pas si ça continuera demain. Est-ce que vous manifesterez, vous, samedi ? Je pense que je serai... Je vais voir ce qui se passe dans ma circonscription et peut-être que je resterai dans ma circonscription pour faire à nouveau les tours des barrages, discuter avec les gens et être à nouveau une passerelle et essayer de comprendre comment ça évolue et que ressentent les personnes. Vous dites au milieu des Gilets jaunes, c'est bien là ma place, c'est bien ça mon rôle. Après avoir été l'un des organisateurs de Nuit debout, vous aimeriez être le porte-voix des Gilets jaunes ? Non, je pense que si jamais ils ont un porte-voix qui est politique, ça tue le mouvement et ça me tue aussi. Donc il ne s'agit pas de ça du tout. Là, mon rôle, c'est pas d'être le porte-parole de ça. C'est de venir être au milieu des personnes et de voir ce qu'elles ont à me dire. Je le dis, j'ai l'impression d'être un cahier de doléances ambulant. Les gens. C'est 1789 ? Vous savez, les têtes vont être coupées ? J'en sais rien. Moi, je dis aujourd'hui, par exemple, il y a un obstacle à ce qu'il y ait un vrai mouvement social qui débouche. C'est quoi ? C'est que ça se passe dans la France périphérique, les Gilets jaunes, et vous me parliez de Nuit debout. Nuit debout, c'était le cœur des métropoles, et c'était notamment Paris. Et c'est 2 mouvements très différents. Et oui, et aujourd'hui, on a affaire quasiment à un renversement de ce qui s'est passé à Nuit debout, c'est-à-dire ce sont les campagnes qui se mobilisent, les zones périurbaines, et pas du tout les villes. Et je pense qu'on aura un vrai mouvement social le jour où on arrivera qui pourra déboucher sur quelque chose de vraiment puissant et de vraiment fort, le jour où on arrivera à faire se joindre ces 2 pans-là. Et vous dites que samedi dans la Somme, les Gilets jaunes vous disaient notez bien, allez leur remonter à Paris. Donc en quelque sorte, ils vous demandent d'être le porte-voix. Mais c'est mon rôle de député.
et je pense que c'est le rôle des 577 députés de l'Assemblée nationale, que d'être aussi les porte-voix de ce qu'on entend à la base. Je veux dire, j'ai tout eu, moi. Sauf que vous, on ne vous accuse pas de récupération politique, et vous êtes un peu le seul parce que je fais, je pense, ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire mon travail de reporter. J'ai fait mon travail de reporter samedi dernier, de député reporter, qui vient entendre les gens me parler de la CSG, des emplois aidés, du SMIC qui est trop bas, de leurs difficultés à vivre, et par là-dessus, du gasoil, mais qui n'était qu'un élément parmi bien d'autres. François Ruffin, vous êtes aussi l'auteur de Merci Patron sur Bernard Arnault. Le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est en prison au Japon. J'imagine que ça ne doit pas vous faire beaucoup de peine. Si la justice japonaise veut faire son travail, je la laisse faire son travail. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet à l'idée que la mise à l'écart de Carlos Ghosn permette aux Japonais de reprendre le contrôle de l'alliance Renault-Nissan et fragilise les usines françaises et donc le sort de leurs ouvriers? Non, moi, j'en sais rien. J'en sais rien de quel sera le mécano. Je vois que, évidemment, je ne sais pas si les Japonais traitent de la même manière leur patron japonais. Donc, vraisemblablement, il y a derrière cette méthode une forme de protectionnisme. Maintenant, moi, ce que j'attends, en revanche, c'est que en France, on mène avec la même vigueur une lutte contre la fraude fiscale, une lutte contre l'optimisation sur les différents yachts de nos grands patrons, sur qu'est-ce qu'ils ont en Belgique, qu'est-ce qu'ils ont en Suisse, qu'est-ce qu'ils ont au Luxembourg, qu'est-ce qu'ils ont dans les îles Caïmans. Et si jamais ce travail était effectué, vous savez, pour faire le lien avec les Gilets jaunes, on en a parlé des 80 milliards d'évasion fiscale, c'est-à-dire le sentiment d'une injustice qui fait qu'on demande aux gens à la base de payer leurs taxes sur le gasoil, leur TVA, leurs impôts locaux, et en revanche, en haut, ils arrivent à s'exempter de l'impôt. Eh bien, je pense que si on veut rétablir le contrat social, si on veut que la France, elle se remette à vivre ensemble, eh bien, avoir une vraie politique fiscale sur les grands patrons, les grands actionnaires et les grands fonds de pension, c'est une mesure qui reconstruit du lien social. François Ruffin, vous avez enquêté sur le scandale de la Dépakine, fabriqué par le groupe pharmaceutique français Sanofi, ce médicament prescrit à des femmes enceintes, alors que Sanofi savait que cela pouvait provoquer des malformations ou des troubles neurologiques pour le bébé. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a décidé de créer un fonds public d'indemnisation des victimes de la Dépakine afin qu'elles touchent plus rapidement des aides. Vous êtes d'accord? L'urgence, c'est d'aider les victimes avant de faire payer les coupables? C'est pas Agnès Buzyn qui l'a décidé, ça s'est décidé il y a 2 ans sous le précédent gouvernement. Mais elle a décidé ce fonds. Aujourd'hui, il y a une somme de scandales là-dedans, c'est quasiment des scandales gigognes. Sanofi savait que depuis pendant 30 ans, on a filé de la Dépakine aux mères enceintes, créant entre 16 000 et 30 000 enfants autistes. Et deuxièmement, aujourd'hui, Sanofi refuse de payer. Et refuse de payer. Ils ne veulent pas mettre 1 euro, même quand ils sont condamnés par la Cour d'appel d'Orléans. Ils refusent de payer, ils se pourvoient en cassation. Et troisièmement, le troisième scandale, c'est que l'État se fait complice de Sanofi. Pourquoi complice? Parce que l'État, aujourd'hui, ne fait rien, ne met absolument pas Sanofi sous contrainte pour payer. Or, la facture risque de s'élever à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il y a une complicité au sommet de l'État entre Sanofi et la Macronie. Merci François Ruffin. C'est moi qui vous remercie.